Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Mentalité stratégique. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet passionnant, la connaissance scientifique et l'importance de la science. Qu'est-ce qui distingue le savoir scientifique des autres formes de connaissance? Pourquoi la science occupe-t-elle une place si centrale dans notre compréhension du monde? Attachez vos ceintures, on embarque pour un voyage au cœur de la pensée rationnelle et méthodique. Les différents types de connaissances. Pour commencer, posons les bases. La connaissance scientifique, ce n'est pas juste savoir des choses. Elle se distingue des autres types de savoir, et c'est ce que nous explique le philosophe Trujillo en 1974. Il identifie 4 grandes catégories de connaissances, chacune avec ses particularités. Écoutez bien, c'est intéressant. Le savoir populaire, c'est celui qu'on acquiert au quotidien. Il est intuitif, basé sur l'expérience, mais souvent approximatif. Il est valorisant, réflexif, mais pas toujours rigoureux, et il peut être faillible. Par exemple, dire « il va pleuvoir, je sens l'humidité » relève du savoir populaire. Le savoir philosophique, ici, on entre dans une réflexion plus profonde. Ce savoir est rationnel, systématique, mais non vérifiable par des expériences concrètes. Il repose sur des concepts abstraits et cherche à comprendre le pourquoi des choses, sans forcément se tromper ou être exact. Le savoir religieux, il est inspiré, souvent considéré comme infaillible par ceux qui y adhèrent. C'est un savoir valorisant, systématique, mais qui ne repose pas sur des preuves empiriques. Il puise dans des textes sacrés ou des révélations. Le savoir scientifique, lui, se démarque par son caractère factuel. Il est contingent, c'est-à-dire qu'il dépend des observations du réel, il est systématique, vérifiable, mais aussi faillible et approximativement exact. Ce qui le rend unique, c'est sa méthodologie rigoureuse et son regard critique. Ce n'est pas seulement le contenu qui compte, mais la manière dont on arrive à ce savoir. Alors, qu'est-ce qui rend la science si spéciale? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Qu'est-ce que la science? La science, au sens large, du latin scire, savoir, c'est tout savoir rationnel construit à partir de l'observation, du raisonnement ou de l'expérimentation. Comme le disent Durozoy et Roussel dans leur dictionnaire de philosophie, la science s'oppose à l'opinion ou au savoir spontané. Son but, découvrir des lois qui régissent les phénomènes et les organiser en théorie. En d'autres termes, la science, c'est une démarche structurée. On observe un phénomène, on pose une hypothèse, on teste, on analyse, et on tire des conclusions. Ce n'est pas juste, je pense que, c'est, je prouve que. Par exemple, un scientifique ne dira pas, le Soleil tourne autour de la Terre, sans vérifier. Il observe, mesure, calcule, et construit une explication basée sur des faits. Mais attention, la science ne se limite pas à la physique ou à la chimie. Elle englobe aussi les sciences humaines, comme l'histoire, la sociologie ou la psychologie, qui étudient l'être humain dans ses multiples dimensions. Et là, ça devient encore plus fascinant, car les méthodes diffèrent selon l'objet d'étude. Un mathématicien n'aborde pas les nombres comme un sociologue analyse une société, n'est-ce pas? Pourtant, tous deux partagent un point commun, ils cherchent à comprendre le monde de manière rationnelle. La science, une pratique sociale. Mais la science, ce n'est pas juste une affaire de formule ou de laboratoire. C'est aussi une pratique sociale. Les scientifiques ne vivent pas dans une bulle. Ils sont des citoyens, des acteurs politiques, influencés par leur époque, leur culture, leurs convictions. Comme le souligne Gomez, la science est un phénomène ancré dans la réalité sociale, conditionné par elle. Et c'est là qu'intervient la méthodologie, un outil clé pour garantir la rigueur. La méthodologie, c'est l'étude critique des méthodes d'investigation. Elle nous aide à dépasser le sens commun, ce savoir spontané qu'on utilise tous les jours, mais qui peut être biaisé. Par exemple, le sens commun pourrait nous faire croire que tous les signes sont blancs, jusqu'à ce qu'on découvre un signe noir en Australie. La méthodologie s'appuie sur l'épistémologie, l'étude critique des sciences elles-mêmes.
Elle questionne les principes, les hypothèses, les limites des méthodes. Et c'est crucial, car selon la manière dont on conçoit la réalité, on choisit une méthode différente. Si je vois le monde comme un système de faits interconnectés, je vais peut-être adopter une approche positiviste. Si je le vois comme un processus dynamique, je pencherai pour une méthode dialectique. Chaque choix méthodologique reflète une vision du monde. La créativité dans la science. Maintenant, parlons d'un aspect souvent méconnu, la science, c'est aussi de la créativité. Oui, vous avez bien entendu. Formuler une hypothèse, c'est imaginer une solution possible à un problème. C'est un peu comme écrire une histoire, mais une histoire qu'on va tester rigoureusement. Les scientifiques observent, comparent, cherchent des analogies, et parfois, eureka! Une nouvelle idée naît. Ces hypothèses, une fois testées, peuvent devenir des lois, des relations générales confirmées par l'expérience. Et quand on combine ces lois avec des concepts et des observations, on construit une théorie scientifique, un cadre cohérent qui explique et prédit les phénomènes. Mais attention, une théorie n'est pas figée. Elle peut être corrigée, améliorée, voire remplacée si une meilleure explication apparaît. Et pour que tout cela soit fiable, la science repose sur un principe fondamental, l'objectivité. Les hypothèses doivent être publiques, testables, reproductibles par d'autres chercheurs. C'est ce qui garantit que la science avance, pas à pas, vers une compréhension plus précise du monde. La recherche scientifique, un acte politique. Passons maintenant à la recherche scientifique. Faire de la recherche, ce n'est pas juste accumuler des données. C'est poser une question, formuler une hypothèse, et analyser les résultats à la lumière d'une théorie. Et surtout, c'est un acte politique. Pourquoi? Parce que le chercheur est un acteur social. Ses choix, ses questions, ses conclusions sont influencées par son contexte, ses valeurs, ses engagements. Prenons un exemple, étudier un phénomène social, comme les inégalités, demande de comprendre des dynamiques complexes. On ne peut pas isoler une variable comme dans une expérience de chimie. Les faits sociaux sont imbriqués, et le chercheur doit naviguer dans cette complexité avec rigueur, mais aussi avec une conscience de ses propres biais. Les paradigmes scientifiques. Pour aller plus loin, parlons des grands paradigmes scientifiques, ces cadres qui guident la recherche. Il y en a trois principaux qu'on va explorer, le positivisme, la phénoménologie et le matérialisme historique dialectique. Le positivisme, porté par Auguste Comte, mise tout sur l'objectivité. Pour Comte, la science doit s'appuyer sur des faits observables, des expériences contrôlées, sans jugement de valeur. C'est la méthode des sciences naturelles, observer, mesurer, établir des lois. Mais attention, cette approche peut parfois sembler trop rigide, surtout pour étudier des phénomènes humains complexes. La phénoménologie, elle, met l'accent sur la compréhension subjective. Elle cherche le sens des phénomènes à travers l'expérience vécue. Par exemple, un phénoménologue pourrait analyser ce que signifie être libre pour une personne, en s'appuyant sur des récits, des témoignages, plutôt que sur des chiffres. Le matérialisme historique dialectique, inspiré par Karl Marx, voit la réalité comme un processus dynamique, marqué par des contradictions. Cette approche s'intéresse aux relations économiques et sociales qui façonnent le monde. Elle cherche à dévoiler les conflits et à proposer des moyens de transformer la réalité. Chaque paradigme a sa vision du monde, sa manière d'aborder la relation entre le chercheur et son objet d'étude. Et c'est ce qui rend la science si riche, elle n'est pas monolithique, elle se nourrit de débats et de perspectives différentes. L'éthique et la validation en science. Enfin, un dernier point, et pas des moindres, l'éthique dans la recherche. La science doit être transparente, accessible, et ne pas rester enfermée dans une tour d'ivoire académique. Les chercheurs doivent s'interroger sur l'impact de leurs travaux, sur les biais possibles, et sur la manière dont leurs résultats sont utilisés. Et puis, il y a la question de la validation. Pour qu'une recherche soit crédible, elle doit reposer sur une méthodologie claire, des hypothèses testables, et des résultats reproductibles. C'est ce qui distingue une étude scientifique d'une simple opinion. Et voilà,
Chers auditeurs, on arrive au bout de ce voyage au cœur de la science. On a vu que la connaissance scientifique, c'est bien plus qu'un ensemble de faits. C'est une démarche rigoureuse, méthodique, mais aussi créative et profondément humaine. La science nous aide à comprendre le monde, à prévoir, à agir, mais elle nous rappelle aussi que nous sommes des acteurs sociaux, ancrés dans une réalité complexe. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'une découverte scientifique, pensez à tout ce travail en coulisses, les hypothèses, les tests, les débats, et surtout, cette soif de savoir qui nous pousse à explorer l'inconnu. Qu'en pensez-vous? Quelles questions scientifiques vous intriguent? Laissez-nous vos réflexions, et retrouvons-nous bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, partagez-le, abonnez-vous, et à très bientôt pour de nouvelles explorations. C'était votre nom ou nom du podcast, et on se retrouve pour continuer à décoder le monde ensemble. À bientôt.